Alors, on va débuter. Bonjour, Kwe Wadjia. Bienvenue à ce dîner conférence autochtone de l'UQAD du mois de décembre, campus de Val-d'Or. Aujourd'hui, on a l'occasion d'expérimenter pour une première fois la diffusion de la conférence via le web. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue aux gens qui sont connectés avec nous sur le web et j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous nous voyez bien aussi. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Madame Marie Léger, coordonnatrice de projet chez Femmes autochtones du Québec, et qui nous présentera une conférence sur la discrimination envers les femmes autochtones dans les Amériques, histoire d'un processus de recherche. Marie Léger a été pendant plusieurs années la coordonnatrice du programme des droits des peuples autochtones avec l'organisme Droits et démocratie. Dans ce contexte, elle a participé aux négociations sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Elle a contribué à la construction d'un réseau continental de femmes autochtones, de même qu'à un projet sur la multiple discrimination dont elles sont victimes dans les Amériques. Elle collabore maintenant avec Femmes autochtones du Québec. Maintenant, je vous laisse en compagnie de notre invitée. Bienvenue, Madame Léger. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tout le monde qui est sur le web. D'abord, je voudrais remercier l'UQAD de m'inviter. Je suis très contente d'être parmi vous. Puis, je suis contente aussi de pouvoir partager cette expérience de vie, processus de recherche que j'ai fait avec des femmes autochtones des Amériques depuis 2006. En vérité, ils ne sont pas aussi boulottes que ça. C'est l'écran qui fait ça. Je suis pas sûre que je serais très contente de se voir, mais je veux vous les présenter. Je veux vous dire aussi que pour moi, un PowerPoint, c'est plutôt l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes avec qui j'ai travaillé depuis toutes ces années. J'ai envie que vous leur voyiez la face, puis aussi que vous puissiez voir les conditions dans lesquelles on a travaillé à partir de certaines images, les lieux aussi. Alors, Victoria Neuta, qui est une Colombienne, qui était la représentante pour les femmes d'une espèce d'équivalent de l'Assemblée des Premières Nations en Colombie. Margarita Gutiérrez, qui est une Mexicaine, une autochtone mexicaine, qui, elle, a été une des fondatrices du réseau continental des femmes autochtones, auquel participe Femmes autochtones depuis sa fondation. Après, Natalia Sarapura, qui est une Argentine, qui est la coordonnatrice d'une organisation provinciale dans le nord de l'Argentine, qui regroupe 192 communautés autochtones. Et, peut-être que vous la reconnaissez, Hélène Gabriel, qui a été présidente de Femmes autochtones pendant plusieurs années et qui travaillait dans ce projet-là aussi avec nous. Cette photo-là a été prise en 2006. En fait, c'est un peu le début de notre processus de travail et de recherche. On est allé à la Commission interaméricaine des droits humains, qui se trouve à Washington, pour présenter la situation des femmes autochtones dans tous ces pays-là. Et ça a été le début. On a eu vraiment un accueil impressionnant et ça a été le début de notre processus de recherche. Alors, pourquoi on a entrepris cette recherche-là? C'est une recherche qui était aussi faite dans le cadre d'un processus, c'était à droit et démocratie, moi j'étais, donc sur les droits des femmes autochtones. Et pourquoi travailler avec les femmes autochtones? En fait, on se rendait compte que les femmes étaient minoritaires dans les organisations autochtones et minoritaires dans les organisations de femmes, et que donc, elles étaient toujours invisibles. Et que cette invisibilité-là se prolongeait aussi dans les instruments de protection. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qui protègent les droits des Autochtones. Il y a entre autres la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a aussi des instruments qui protègent les femmes
convention, mais les femmes sont absentes, les femmes autochtones sont absentes des documents sur les femmes et aussi absentes des documents sur les autochtones, ou presque. Et donc, ça reflète une situation qui, comme le disent les statistiques, les femmes autochtones sont les plus analphabètes, sont les plus pauvres, sont les plus discriminées et les plus marginalisées dans les Amériques. Alors, on a voulu s'attaquer à cette situation-là, puis la façon dont on s'y est attaqué, on a voulu le faire d'une façon juridique, c'est-à-dire d'essayer de présenter des cas de discrimination devant les tribunaux. On était un petit peu ambitieuse. Ça prend longtemps, les tribunaux, et c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que en essayant de trouver le beau cas de discrimination qui nous amènerait jusqu'à la Cour interaméricaine de justice, ben on a trouvé plusieurs autres choses qui ont été intéressantes et qui à la fois dans les communautés puis à la fois dans notre équipe nous ont permis de construire plein d'autres choses. Alors, les conditions de recherche, je pense que c'est important, surtout vous qui êtes à l'université. C'était une alliance entre Droit et démocratie et le CRDI, qui est le Conseil de recherche en développement international. Et il y avait pas mal d'argent mis là-dedans. Donc, on n'était pas du tout dans des conditions de recherche académique. On était vraiment dans des conditions de recherche-coopération, disons. Et ça nous permettait de financer des équipes dans chacun des 4 pays. Avec nos partenaires qui étaient des organisations autochtones. Donc, nos objectifs, tenter de créer des précédents juridiques. Pourquoi créer des précédents juridiques? Puis pourquoi au niveau interaméricain? Dans les Amériques, on a la chance d'avoir une organisation qui s'appelle l'Organisation des États américains, dont le Canada fait partie, et qui a une section sur les droits humains, qui est une commission. Il y a une commission interaméricaine des droits humains, des droits de l'homme, qui disent, et qui poursuivent des cas. Alors, on peut aller, si par exemple, en Amérique latine, c'est arrivé très, très souvent des disparitions forcées, des leaders qui sont menacés dans leur vie. Ici, il y a eu des cas aussi présentés, des conflits territoriaux. Il y a eu énormément de conflits territoriaux qui ont été présentés devant la commission. Et en général, c'est, dans le cas des Autochtones, contre évidemment leur gouvernement. Et la commission a une capacité d'enquête, a une capacité aussi, un pouvoir de médiation entre l'État et le plaignant, et émet aussi des recommandations. Et éventuellement, s'ils n'arrivent pas à une solution entre l'État et le plaignant, peuvent aller à une cour. Le Canada n'a pas adhéré à la Cour interaméricaine, mais la plupart des pays latino-américains ont adhéré à cette cour-là. Et donc, une fois que c'est allé à la cour, ben, ça devient des précédents, ça devient des règles pour toutes les cours des Amériques. Alors, on jugeait que c'était extrêmement intéressant parce que ça fait tout un effet dans toutes les Amériques avec un seul cas. Et ça peut aussi créer des bases, des standards qui vont faire que les politiques publiques éventuellement vont finir par s'y adapter. Alors, c'est important. On a travaillé avec des organisations et non pas avec des individus. Donc, des organisations, pas n'importe quelle organisation, des organisations qui étaient représentatives. Bon, on parle, exemple, peut-être plus près de vous, Femmes autochtones du Québec. Femmes autochtones du Québec a des représentantes de chaque nation sur son conseil d'administration, un membership. Alors, c'est sûr que quand on travaille avec une organisation comme ça, on a plus de possibilités que les choses qu'on apprend ensemble vont descendre jusque dans les communautés. Et c'est pareil en Colombie, en Argentine, c'est toutes des organisations qui sont représentatives. Chaque pays, puis autre chose aussi, ces organisations-là ont plus de pouvoir qu'un individu.
Et donc, ils sont capables d'aller porter ce qu'on a trouvé ensemble, ce qu'on a appris ensemble au niveau de leurs actions et leurs discussions avec les gouvernements. Donc, on a plus de chances que notre travail aboutisse sur des changements puis des vraies actions. Chaque pays a choisi son thème de travail. En Argentine, elles ont choisi le droit à l'éducation. Alors ici, Natalia Sarapura, encore effoirée, et une rapporteure de la Commission interaméricaine des droits humains, et une communauté dans le nord de l'Argentine. Alors, les dames sont, en général, les grands-mères sont pas allées à l'école, les mères ont fait le primaire, les filles ont fait le secondaire, puis on s'arrête là. Et l'accès est, alors que c'est à peu près égal, garçons-filles au niveau du primaire, au niveau du secondaire, là, ça tombe complètement. Puis évidemment, les filles, le peu de filles qui se rendent au-delà, en général, ne réussissent pas à terminer leurs études. Et on voyait qu'il y avait un lien pour les filles avec l'incapacité de mener à terme leur projet éducatif, puis après elles reviennent dans leur communauté avec cet échec-là, souvent avec des difficultés. Et en ville, on parle ici de l'Argentine, tu quittes ta communauté, en général, tu es employé domestique, avec tous les risques que ça comporte d'agression sexuelle et de dévalorisation surtout de qui on est. Alors, elles avaient le goût de travailler là-dessus. En Colombie, ça c'est des enfants et une dame Wiwa, qui sont des gens qui ont vécu le conflit armé. Je suis allée dans cette communauté-là pour un séminaire de droits humains, puis à peu près la moitié des jeunes de 19 ans avaient perdu un père, une mère, un frère. Il y a eu des bombardements même dans cette communauté-là. Et donc, les Colombiennes ont choisi le droit à une vie sans violence. Les territoires autochtones représentent à peu près 30% du territoire colombien, ce qui est énorme quand on pense que les Autochtones sont à peu près 3% de la population. Et donc, c'est une cible. Le contrôle du territoire, mais l'armée veut le contrôler. Les narcos veulent le contrôler, les guérillas veulent le contrôler, et les Autochtones sont entre tous ces feux-là. Et il y a une surreprésentation des gens qui sont obligés, des Autochtones et des Afro-Colombiens, dans les déplacés. Il y a plus de 3 millions de déplacés en Colombie, c'est énorme. Et évidemment, ça veut dire pour les femmes autochtones, perdre de leur réseau, perdre de leur territoire. Et des violences particulières aussi. Les femmes considèrent que la violence par rapport à leur territoire est une violence spirituelle, par rapport à leur capacité de mener à bien leur rituel, entre autres, et puis leur rôle comme femmes. Au Mexique, c'était le droit à la santé reproductive. Alors ici, c'est l'équipe mexicaine. On change de contexte, ici c'est plus vert et plus chaud. Et ça ici, c'est un atelier de formation où les filles qui parlent du celtal, qui sont dans le sud du Mexique, essayent de trouver des équivalents dans leur langue au mot victime. Et c'était pas tout à fait évident. Alors, au Mexique, il y a des cas de pose de stérilet forcé, et c'est ça qu'on voulait chercher. En fait, comment est-ce qu'on peut poser un stérilet de façon forcée? Ben, au moment de l'accouchement. Tu le dis pas, mais l'intérêt c'est pas fermé, fait que ça cause plusieurs problèmes. Et on le liait aussi à une politique de lutte à la pauvreté. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre ces deux choses-là. On a trouvé des cas et de contraception forcée, mais aussi des problèmes avec une politique de lutte à la pauvreté où c'est une politique qui est faite pour les femmes, mais pas pour les femmes autochtones.
fait qu'ils ne tiennent pas compte des obligations communautaires d'une femme autochtone puis de son rôle dans la communauté, ce qui pose un paquet de problèmes. Au Canada, le droit à l'identité. Alors, on a suscité un intérêt très grand de la part des gens à Washington en déclarant que oui, au Canada, il y avait une discrimination directe, non seulement à ce que les femmes sont discriminées, mais c'est même écrit dans la loi. Et entre autres à cause de la paternité non déclarée. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens, mais contrairement aux femmes non autochtones, ben t'es Canadien quand tu as un enfant, ben il est Canadien, mais quand tu es autochtone puis que la nationalité ou le statut dans ce cas-ci du père importe, et donc c'est pas la femme n'a pas la même capacité que les femmes non autochtones à transmettre leur identité à leurs enfants. On a travaillé donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la commission interaméricaine, puis je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que tout ce travail a donné. Ici, c'est l'équipe avec Dinah Shelton. La commission interaméricaine fonctionne comme l'ONU d'ailleurs, avec des porteurs de dossiers qui s'appellent les rapporteurs spéciaux. Et elle, c'est une avocate américaine qui était responsable du dossier des peuples autochtones. À gauche, c'est une réunion de travail avec eux autres. On a eu à la fois, c'est très ouvert finalement, la commission interaméricaine. Les gens qui viennent d'une communauté, s'ils veulent venir rencontrer un avocat, une avocate, en général, ils sont reçus. Et nous, on a eu la chance de discuter de tous les résultats de notre recherche avec eux. Et ça a été vraiment, on a suscité un grand intérêt. Alors, au départ de notre recherche, on avait des phases qui se sont révélées être complètement chamboulées au bout. Puis ça, je pense que pour quiconque va faire de la recherche dans sa vie, puis probablement que plusieurs d'entre vous va le faire, ça se passe jamais exactement comme prévu. Alors, on voulait d'abord, on avait un beau schéma, puis un beau calendrier. D'abord, la formation des équipes. Ensuite, la sensibilisation, on était pour aller, parce qu'on savait que personne dénoncerait s'ils n'étaient pas au courant de leurs droits, parce que si tu penses que c'est comme ça la vie, ben, puis que tu sais pas que tu as le droit d'être autrement, ben tu dénonces pas. Alors, on avait tout un scénario de sensibilisation. Ça, c'est une séance de formation des équipes de chercheuses qui étaient pour aller ensuite interroger les femmes, voir s'il y avait des cas de discrimination. Alors, c'est une simulation d'entrevue entre elles. Et ensuite, on pensait que les gens viendraient nous parler, nous dire « Ah, ben moi j'ai tel cas, moi j'ai tel cas ». Et qu'on pourrait aller ensuite documenter ces cas-là, puis que ça irait devant les tribunaux, puis qu'on créerait des précédents juridiques. Eh bien non. Ça s'est pas passé comme ça. D'une part parce que on s'est rendu compte que la sensibilisation, ça pouvait pas être une étape, c'est tout le temps. Oui, il y a des femmes qui deviennent actives par rapport à leurs droits puis par rapport à leur cas, mais il y a des communautés aussi, puis c'est un processus continu, il faut accompagner les gens. Donc, c'est pas vrai que c'était une étape, ça a été tout le temps. En plus, on s'est rendu compte que les femmes dénoncent pas. Il y en a des tonnes de cas. Mais, au Mexique, entre autres, tu as peur de dénoncer à cause de ton mari, à cause de ta communauté, à cause de la justice que tu comprends pas, parce que tu sais pas où aller, ils vont t'accueillir avec une brique puis un fanal au commissariat, etc., etc. Et donc, les dénonciations on savait, par exemple, au Mexique, on savait qu'il y avait deux femmes dans une communauté qui avaient eu une ligature de trompe
sans leur consentement. Et les femmes n'ont jamais voulu dénoncer. Alors, la façon dont on a réagi, on s'est dit, OK, ben on va créer les conditions pour qu'elles puissent dénoncer. Et donc, la sensibilisation s'est faite sur plusieurs années, avec les autorités d'abord, et communautaires, et avec les femmes, et aussi avec les hommes. Et au bout de 2 ans, là, il y a une femme qui a dénoncé. Et là, maintenant, on a un cas. Mais ça a pris de créer un climat, de faire que les femmes sachent que leur communauté était pour être derrière elles, parce qu'il y a des cas, c'est arrivé déjà, un cas d'une femme qui s'est faite violer par des militaires mexicains, puis parce qu'elle s'est fait violer par des militaires, ben, elle a été obligée de quitter sa communauté. Alors, ça aussi, c'est lequel des deux mal est le pire. Être obligée de partir de sa communauté ou se faire violer, mais les deux sont pires. Alors, c'était quelque chose qu'on voulait absolument pas qu'il puisse se produire. Et donc, ça, c'est un des apprentissages qu'on a fait au moment de la recherche. C'est vraiment, quand on travaille avec des Autochtones, avec des femmes autochtones, les communautés, c'est essentiel. Donc, on est rendu ici, les femmes ne dénoncent pas. Cette photo-là que j'aime beaucoup, c'est une dame du Chiapas, donc du sud du Mexique, qui discute par Skype avec une avocate de la Commission interaméricaine des droits humains. Alors, qui justement lui dit comment est-ce qu'elle peut porter plainte. Puis, elle est à Washington, puis elle est au Mexique. La spiritualité aide les femmes à parler. Ça aussi, c'est un des apprentissages qu'on a fait, particulièrement l'équipe en Argentine. L'idée qu'on avait au départ, on savait qu'on ne voulait pas que ce soit les avocats qui aient le leadership de ce travail-là. On voulait que ce soit les organisations, que ce soit les femmes autochtones qui l'aient, donc que les avocats soient au service des femmes et non les femmes au service des avocats. Mais on ne savait pas jusqu'à quel point, jusqu'où ça nous amènerait en fait. Et ça nous a amenés sur des chemins vraiment différents. Et entre autres, une des constatations très claires de l'équipe d'Argentine, c'est que s'il y avait des rituels appropriés, c'est sûr que les femmes parlaient plus. Parce qu'elles se sentaient en sécurité, elles se sentaient chez elles. Et donc, elles parlaient plus, mais aussi que la spiritualité, c'était aussi un mode de guérison. Et entre autres, en Argentine, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles sont allées rechercher des rituels qui valorisaient le rôle de la femme, qui avait été un peu abandonné avec tout le système scolaire qui valorise davantage les garçons. Et qu'en remettant ces rituels-là, puis en les faisant avec les femmes, mais ça comme renforçait aussi l'estime de soi des femmes. Et donc, ça pouvait agir sur les situations douloureuses qui ont été liées avec la colonisation. Comme je l'ai dit plus tôt, le système est long et compliqué, et donc on a pris des chemins de côté, puis on a eu des résultats différents. Ceci dit, on l'a quand même utilisé dans certains cas, le système judiciaire. Et quand on a vu, parce que ce projet-là finalement a duré 6 ans, qu'on n'arriverait pas à amener un cas à la Cour interaméricaine en 6 ans, on s'est dit, ouais, mais notre expérience, elle peut servir à d'autres. Et en fait, même nous, sachant qu'on voulait travailler avec les femmes autochtones, qu'on voulait, qu'on était capable, qu'on voulait à la fois lier le fait que c'est pas une femme ou une autochtone, c'est une femme autochtone, on s'est rendu compte que c'était pas si facile à faire. Et les organisations elles-mêmes, comme l'exemple de l'Argentine, parlaient toujours, bon, ben on n'a pas le contrôle de notre éducation, bon, tout ça, au début, c'était tout le temps une revendication autochtone, oui, mais les femmes là-dedans. Puis là, mais c'était jamais capable de lier les deux.
puis on avait partout de la difficulté à lier les deux. On n'avait comme pas les outils. Et en les développant, on s'est dit, ben peut-être que ça serait utile. Entre autres, si on n'est pas capable d'amener des cas à la commission, ben, on peut toujours bien leur amener une façon de travailler qui va être plus adaptée. Et c'est pour ça qu'on a fini par faire cette petite publication. Si vous comprenez l'anglais, j'en ai plusieurs copies pour vous. Malheureusement, on n'a pas eu d'argent pour le traduire en français. Il y a juste une version espagnole puis une version anglaise, mais il y aura un résumé dans la boîte à outils que l'UQAD va rendre disponible bientôt et que vous pourrez consulter. Alors, on a décidé de faire cette méthodologie-là et je vais vous raconter rapidement. En gros, pour nous, quels sont les éléments principaux de cette méthodologie? De quoi il faut absolument tenir compte? Et ça aussi, c'est vraiment un constat, pas juste avec le vécu des femmes, mais aussi en étudiant les différentes causes qui ont été présentées. Il y en a 2, entre autres, qui ont été présentées à la Commission interaméricaine et à la Cour, où le Mexique a été blâmé. C'était 2 cas de viol de femmes autochtones par des membres des forces armées mexicaines. Et on s'est rendu compte que oui, dans la mise en contexte, ils disaient, bon, mais les femmes étaient dans une situation encore pire que si elles avaient été non autochtones parce qu'elles ne parlaient pas espagnol. Puis aussi dire, bon, ben ce territoire-là, ce territoire autochtone-là était militarisé. Mais ils vont pas plus loin. Et ils tiennent pas compte que les femmes autochtones sont membres de nations différentes, qui ont des droits différents aussi. Et exemple, ça je pense que c'est pas demain le jour où un jugement va y arriver à cette constatation-là, mais si le territoire de ces femmes-là, ou de cette nation-là, avait été respecté, s'il n'y avait pas eu de militaire dedans, mais ces viols-là, ça n'est jamais arrivé. C'est que le viol du droit au territoire a permis, a augmenté les risques que les femmes, elles, aient des violations de leurs droits. Donc, un lien direct entre le respect des droits collectifs des peuples autochtones et le respect des droits individuels des femmes qui appartiennent. Deuxième constatation, et ça a été, on l'a appris de façon très, c'est quelque chose sur lequel les Colombiennes insistaient énormément, c'est que ces peuples, ces femmes-là sont membres de peuples qui ont leur propre vision du monde et donc de la justice. Ils ont leur propre façon de rendre la justice et une violation a une signification différente selon les nations et les peuples. En Colombie, ils sont bien placés pour le savoir parce qu'il y a plus de 100 peuples différents en Colombie. Donc, l'organisation avec laquelle on travaille avec des peuples qui sont des systèmes complètement différents. Il y en a d'autres qui sont presque assimilés, mais il y en a qui ont été découverts il y a 30 ans et donc qui sont encore très proches de leur tradition. Alors, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour elles. Aussi, les principes autochtones, puis s'il y en a parmi vous qui ont lu les lignes directrices produites par Femmes autochtones du Québec, les lignes directrices pour la recherche avec les femmes autochtones, et le protocole de recherche qui vient de sortir, produit par l'Assemblée des Premières Nations, vous allez voir qu'il y a une grande similarité. Mais ça, c'est les principes qui sont sortis des équipes elles-mêmes. Donc, c'est des filles qui n'ont jamais vu ces protocoles-là, mais qui ont quand même insisté pour dire que c'était des choses qui étaient extrêmement importantes pour elles quand on veut analyser ou rendre compte de leur réalité. D'abord, la dualité et la complémentarité entre hommes et femmes, entre humain et nature. Contrairement
au mouvement féministe dominant qui cherche vraiment l'égalité. La conception autochtone du point d'Amérique latine est vraiment celle de la dualité. Et tout reflète cette dualité-là. Le respect, la réciprocité. Le respect pour les savoirs des femmes, le respect pour les femmes qui ne sont pas des objets de recherche, mais des sujets de leur propre devenir et donc de leur propre apprentissage aussi. La réciprocité, quand on va, que ce soit pour une recherche ou autre chose, dans une communauté, on laisse quelque chose parce que les femmes nous donnent, mais nous, on doit donner aussi. On donne des outils pour changer la réalité, des outils de valorisation des savoirs. Et aussi, dans plusieurs cas aussi, il faut assurer des services de, si on ne peut pas les fournir nous-mêmes, mais les services de, comment je pourrais dire ça, souvent il y a des blessures qui s'ouvrent et donc des outils de guérison, des outils qui peuvent être traditionnels ou pas traditionnels, interculturels. On s'en va pas, on n'ouvre pas des blessures, puis on s'en va, bye, merci, j'ai mon information. Et l'harmonie avec la communauté et avec le cosmos. Et une femme nous a dit, entre autres, écoute, un peu comme l'exemple de la femme mexicaine de tout à l'heure, être banni de sa communauté, c'est pire que la violation que tu as subie. Une femme, dans bien des cas, sans sa communauté, elle perd tout son réseau, elle perd son identité, elle perd son rapport avec son territoire. Donc, il ne s'agit pas de mettre à risque l'harmonie et de plus, l'aspiration, c'est de retrouver l'équilibre, c'est pas de briser cet équilibre-là. On est parti avec une théorie qui s'appelle l'intersectionnalité, qui est utilisée dans les tribunaux parfois et qui commence, mais aussi par les chercheurs, que je pourrais décrire comme toutes les discriminations qu'on vit ne s'additionnent pas ou ne sont pas séparables, mais elles créent une relation différente, une discrimination nouvelle et différente. On ne peut pas choisir, et c'est ce que les femmes étaient obligées de faire jusqu'à présent dans les tribunaux, ou bien aller sur la discrimination comme femme, ou bien aller à la discrimination comme raciale ou ethnique, et c'est absurde. Tu ne peux pas être soit décider, je suis discriminée comme femme ou comme autochtone. Non, je suis discriminée comme femme autochtone. C'est une jeune Diaguita d'Argentine. Les femmes autochtones construisent leur identité à partir de leur communauté. Je pense que ça, on l'a. Et les femmes autochtones vivent les contre-coups du non-respect des droits des peuples auxquels elles appartiennent. Je pense qu'on l'a illustré tout à l'heure. Et à l'inverse, les communautés vivent les contre-coups du non-respect des femmes qui en sont membres. Et là, on a eu un exemple frappant, vraiment frappant de cette situation-là. C'est en Colombie. Il y a une jeune fille de 13 ans qui étudiait pour devenir, femme médecine, c'est-à-dire médecin traditionnel, guide spirituel, et elle a été attaquée par un militaire. Et dans la vision de cette nation-là, si tu romps l'équilibre, ça rompt complètement ton processus de formation.
et particulièrement un viol, parce que leur vision des relations sexuelles, c'est que si c'est non consenti, ça brise tout. Et au moment où elle avait le fusil sur la tempe, puis le gars avait les pantalons baissés, son père est arrivé, et chef de la communauté, puis ils ont réussi à éviter le viol, mais pas la violence. Et ils ont considéré tout de suite que c'était un viol collectif, parce que ça veut dire pour cette communauté-là que il y a un guide spirituel de moins, parce qu'elle ne pourra pas continuer sa formation. Donc, des violations individuelles, eux autres aussi sont écrapoutis, ont des effets sur la communauté. Alors, en résumé, on pourrait dire que notre méthodologie, les Mexicaines l'ont appelée la lunette au triple foyer. C'est-à-dire que pour comprendre la discrimination, il faut partir de la perspective des femmes elles-mêmes, mais avec la vision des peuples dont elles font partie, puis en tenant compte des droits humains qui sont reconnus à la fois collectifs au peuple et à la fois individuels aux femmes. Donc, ce serait nos différents étages importants à tenir compte. Les femmes autochtones sont expertes de leur réalité et doivent être au centre de tout effort d'analyse. Ça paraît évident, mais en fait, c'est pas toujours mis en œuvre. Puis, si elles ne sont pas conçues ou considérées comme les expertes de leur propre réalité, c'est sûr qu'on va passer à côté de la loi. Alors, quelques résultats qui n'étaient pas prévus. Justement, la construction de nos balises. Au Mexique, en nous approchant de plus en plus de la communauté, ce que l'équipe a fait, c'est une formation des chercheuses communautaires. Et ces chercheuses-là ont créé un groupe de femmes dans la communauté. Et elles ont été, pour la première fois, invitées aux assemblées de village et reconnues dans leur rapport à la communauté. Et pour celles qui connaissent le Mexique, c'est vraiment un pas incroyable parce que il y a plusieurs communautés où les femmes n'ont pas le droit d'aller aux assemblées communautaires et elles sont, donc c'est pas la situation la plus enviable au monde. En Argentine, l'organisation autochtone a décidé de créer un institut de formation. Et en fait, après ce travail de recherche et ayant constaté que les femmes ne se rendaient pas au bout de leur formation, elles ont décidé de créer un institut qui est mixte. Elles ont obtenu la permission, ou en fait la reconnaissance de la province, mais leur pari, c'était que si la formation était adaptée culturellement, adaptée au rythme de vie des femmes, que les femmes n'étaient pas pour décrocher. Et au bout du compte, il y a 60% de diplômés qui sont femmes dans leur première cohorte après 3 ans. Au Québec, Femmes autochtones du Québec a conçu tout un programme de formation sur les différentes lois discriminatoires par rapport aux femmes. Et on s'enligne dans un deuxième projet sur l'identité, mais conçu par les femmes, vu par les femmes au lieu de vu par l'État. Il y a en ce moment 4 cas devant les tribunaux au Mexique, deux qui sont des cas collectifs, c'est-à-dire que c'est la communauté. Oups, faut que oui, 5 minutes. Je suis presque finie. Un qui est celui d'une pose de stérilet sans son consentement. 2 qui sont la communauté qui poursuit le système de santé et le système de lutte à la pauvreté.
Et un quatrième cas qui est rendu à la Commission interaméricaine des droits humains, qui est un cas très triste d'une vieille dame de 73 ans qui a été violée par une force armée et qui en est morte. Et le gouvernement mexicain a abrié ça en disant qu'elle était morte d'une gastrite. Alors, et oui, en Colombie, intégration de dispositions dans des lois colombiennes, entre autres de protection des victimes pour les femmes autochtones. Et suite à notre présentation à la Commission interaméricaine, on a fait une présentation en 2006, mais on en a fait une autre en 2012 pour présenter notre méthodologie. Et semble-t-il que ça a convaincu la Commission de faire un rapport sur la situation des femmes autochtones dans les Amériques, qui devrait sortir au mois de mars. Alors, voilà. Alors, à gauche, Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, et une Michée du Mexique dans une de nos réunions. Comme vous voyez, on a du fun. Voilà.